tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon. Avant de démarrer, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2022, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez, mais bon, surtout la santé et le bonheur, parce que voilà, c'est ce qui est le plus important. Et puis, nous concernant, de très belles lectures. Voilà. Moi, je vous retrouve pour vous dresser mon bilan de l'année 2021 et j'ai décidé en fait de vous faire un top 10 des meilleures lectures et un top 10 des pires lectures. Voilà, ça m'a amusé, hein, clairement, voilà, de tout, de tout classer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les présenter de la 10e place à la première à chaque fois. Et comme pour pratiquement chaque lecture, j'ai déjà détaillé en long, en large et en travers mon avis dans un point lecture pendant l'année, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas énormément développer et je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers la vidéo correspondante à chaque fois. Parce que déjà que cette vidéo va être super longue, on va pas la faire durer encore plus. Et d'ailleurs, peut-être que si elle est trop longue, je la couperai pour faire de vidéos. Voilà, mais on croise les doigts, on va dire que ça va rentrer en une. Voilà, et on va démarrer tout de suite. Je commence d'abord par les flops, comme ça la vidéo va se terminer sur du positif. Et à la 10e place, j'ai mis La commode au tiroir de couleurs d'Olivia Ruiz, publiée chez Le Livre de Poche. Je sais que c'est un énorme coup de cœur pour beaucoup de gens, mais moi j'ai été très déçue parce que dans cette histoire, en fait, on va suivre la vie de la grand-mère du personnage principal qui va hériter de sa commode au tiroir de couleurs qui renferme plein d'objets qui racontent sa vie en fait qui a été marquée par la guerre civile espagnole et par la dictature de Franco qu'elle a fui. Et ce qui m'a énormément déçue, c'est que la commode au tiroir ne sert qu'à lancer l'histoire et n'a aucun lien, aucun rapport symbolique avec sa vie. Donc ça aurait été une boîte, ça aurait été pareil. Donc pourquoi en fait faire tout ça pour rien? Les couleurs, c'est pareil, ne servent absolument à rien. Je trouve ça tellement dommage parce qu'il y avait un super concept en fait de base. Et même en termes de narration, moi je pensais qu'il allait y avoir des flashbacks entre la petite fille qui ouvre un tiroir, on part dans le passé, suivre la vie de la grand-mère, et puis on revient, elle réouvre un tiroir, ainsi de suite. Pas du tout. Et puis j'ai trouvé la vie de cette femme trop dramatique. Je sais que c'est pas en soi négatif, mais j'ai pas réussi à m'attacher vraiment à elle. Je pense en fait que malheureusement, de par mes études, je connais très bien, trop bien cette période et il m'en fallait vraiment beaucoup pour vraiment m'attraper et me prendre aux tripes et malheureusement ça n'a pas été suffisant. En 9e place, je vous présente un livre dont je vous ai parlé il y a 2 semaines, donc je vais vraiment passer très vite dessus. C'est Vie et aventure de Santa Claus de L. Frank Baum, publié aux éditions du Castor Astral. En fait, L. Frank Baum, c'est l'auteur du Magicien d'Oz, donc quand même grand auteur. Et là, il nous propose la biographie fictive du Père Noël. Je trouvais l'idée super intéressante, mais malheureusement, je ne vais pas accrocher. Voilà, je ne sais pas si c'est le fait que ça date du début du XXe siècle, ça fait une sorte de petite fantaisie un peu vieillotte, si je peux dire ça comme ça. Parce qu'en fait, il est recueilli quand il est bébé par les créatures de la forêt, donc il y a quand même tout cet imaginaire-là auquel j'ai pas trop accroché. J'ai pas accroché à l'écriture que j'ai trouvé un peu maladroite. Enfin, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage et surtout j'ai pas retrouvé cette magie liée à Noël et au Père Noël que j'aurais voulu retrouver. En 8e position, j'ai mis Laissez-moi vous rejoindre de Damina Damerji, publié chez Gallimard. C'est un livre de la rentrée littéraire qui m'a également beaucoup déçue parce que en fait c'est un roman biographique sur Aide Santamaria qui a été une des meneuses de la révolution cubaine aux côtés de Fidel Castro. C'est quelqu'un de très important à Cuba et là on suit en fait sa vie dans les années 50, donc c'est au moment où les premières idées de révolution ont commencé à se construire en fait dans l'idée, dans la tête du groupe de Fidel Castro. Et autant d'un point de vue ambiance cubaine de l'époque, d'un point de vue historique, comment ça se passait, tout ça, le livre est très intéressant. Autant d'un point de vue d'Aide Santamaria, j'ai été très déçue parce que finalement, on est plus sur du roman que du roman biographique. On va suivre vraiment un peu ses pensées, ses sentiments, ses doutes, ses hésitations. Mais à un moment donné, ça m'a un peu saoulée. J'étais en mode... voilà, j'aurais aimé en fait plus être sur ce côté historique que sur ce côté romancé où finalement c'est sorti tout droit de l'imagination de l'auteur, quoi. On peut pas vraiment savoir qu'est-ce qu'elle pensait exactement, est-ce qu'elle ressentait vraiment ça, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Autre roman de la rentrée littéraire qui m'a beaucoup déçue et que j'ai mis en 7e position, c'est La porte du voyage sans retour de David Diop,
publié aux éditions du Seuil, parce qu'en fait on m'avait vendu un roman d'aventure dans lequel on va suivre un jeune botaniste, je crois que c'est au XVIIe ou XVIIIe siècle, qui va partir en Afrique, étudier la faune et la flore, et qui va entendre parler d'une esclave qui se serait enfuie. Du coup il va partir à sa recherche, il était censé y avoir un peu tout le folklore, toutes les légendes de l'Afrique de cette époque. Ça avait l'air super intéressant. Et oui, ok, c'est très bien écrit, mais en fait c'était très lent, ça démarrait jamais. Et au bout de 100 pages, j'ai dit stop. Je sais qu'il a beaucoup d'avis positifs, dithyrambiques, disant qu'il est incroyable, mais à un moment donné, si le côté incroyable démarre au bout de 150 pages, moi je suis désolée, il est peut-être très bien, mais j'ai pas eu la patience. En 6ème position, j'ai mis le tome 1 de La Reine oubliée, Les enfants d'Alexandrie de Françoise Chandernagor, publié aux éditions Le Livre de Poche. Je me suis lancée parce que le tome 3 est sorti cette année, donc j'avais envie de découvrir cette histoire qui va en fait nous faire suivre le destin des enfants de Cléopâtre. On est donc en plein cœur de l'Égypte, de l'époque et tout ça. Je trouvais ça hyper intéressant parce que j'aime beaucoup les romans historiques. Sauf qu'en fait c'est un roman vraiment très particulier. Déjà il est extrêmement descriptif, mais là même moi qui aime les descriptions c'est trop. Voilà. Et en fait il ne se passe pas grand chose quoi. C'est des descriptions, des descriptions, des descriptions, mais à un moment donné un peu d'action s'il vous plaît. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très lent. Et même l'écriture est vraiment particulière. En fait je pense que c'est vraiment propre à Françoise Chandernagor. Donc soit on aime bien, soit on n'aime pas. C'est un peu le ressenti que j'ai eu. Et moi vraiment j'ai pas du tout adhéré. Elle a une façon d'écrire, de construire ses personnages, c'est très particulier. J'ai pas réussi à m'attacher aux personnages, en fait même Cléopâtre, elle était un peu insupportable. Les enfants, ils ont quand même un destin tragique, j'ai même pas réussi à être un peu émue. Enfin, non, malheureusement ça l'a pas fait et je l'ai abandonné, j'ai dû lire un tiers. On arrive au top 5 et là je sais que je vais une nouvelle fois me faire taper sur les doigts. J'ai mis Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand. Vous le savez si vous avez vu mon bilan du Cold Winter Challenge, ça a été une énorme déception. Je pense que c'est LA déception avec un D majuscule de mon année 2021 parce que tout simplement en fait c'est quand un livre est hyper connu et que on l'a jamais lu, on projette sur lui notre propre imaginaire, on a l'impression de connaître l'histoire alors que non, on l'a jamais lu et du coup au moment de la découvrir, on est déçu parce que c'est pas ce qu'on avait imaginé. Voilà, mais c'est une faute qui m'est propre, hein, je veux dire, mais je pense que ça fait ça à beaucoup de gens pour plein d'œuvres. Et là malheureusement je n'ai pas du tout accroché parce que ok, Cyrano parle super bien, ses répliques sont sublimes, mais quand Cyrano n'est pas là, mais pour moi la pièce, elle est vide quoi, les personnages, les autres ne font pas du tout le poids, ça reste du coup une pièce banale, ça m'a beaucoup déçue et puis surtout j'ai trouvé que en fait c'est plutôt une pièce à voir et pas à lire parce qu'il y a énormément de personnages, énormément de petites phrases d'action qui expliquent ce que les personnages font. J'ai été perdue tout du long et puis la pré-fin avec la scène de guerre avec Roxane qui se ramène, qui traverse les lignes ennemies sans souci parce qu'elle veut absolument voir son amoureux. Enfin j'ai trouvé ça pas du tout crédible. Enfin bref, j'avais parlé 5 minutes dessus dans mon bilan, donc je vous envoie le regarder si ça vous intéresse, mais j'ai été hyper déçue. En 4ème position, j'ai mis Je te promets la liberté de Laurent Bounel, publié aux éditions Le Livre de Poche. Très très grosse déception parce qu'une fois encore je trouvais que le concept de base était super intéressant, c'est-à-dire que c'est une jeune femme qui n'a pas du tout confiance en elle, qui va rencontrer une sorte de chaman gourou qui a le pouvoir en fait de changer votre personnalité. Et il y a, je sais plus, 9 types de personnalités, donc chacun d'entre nous on rentre dans une des catégories de personnalité et en fait chaque jour elle va en essayer une différente pour essayer de comprendre celle qui lui convient le mieux. Et sauf que ce concept qui était super intéressant d'un point de vue développement personnel pour comprendre un peu notre personnalité, celle de nos proches, tout ça, c'était hyper répétitif parce que tous les jours elle essaie une personnalité, la journée elle se déroule et après elle réessaie une autre et ça se déroule et machin. C'était super répétitif. Au bout d'un moment, elle devenait donneuse de leçons parce qu'elle savait mieux que tout le monde les personnalités, parce qu'elle avait tout essayé, machin, machin. J'ai eu envie de la claquer tout le temps. Et voilà, c'était répétitif, c'était pas vivant. Enfin, j'ai trouvé en fait que la mise en application de l'idée n'était pas réussie et je suis allée au bout parce que c'est ma belle-mère qui me l'a offert et que c'était une question de principe, mais j'ai pas du tout aimé. En 3ème position, un nouveau classique,
l'Iliade d'Homère. Voilà, j'ai eu envie de me lancer parce qu'en fait, on a tous lu pratiquement l'Odyssée au collège ou au lycée. Et j'avais envie de découvrir l'œuvre qui est arrivée avant. Et autant l'Odyssée, bon, j'avais plutôt bien aimé, même si bon voilà, ça reste une écriture d'époque, il faut apprécier, tout ça, tout ça. Autant là, j'ai tenu 90 pages, voilà. Pourtant on est prévenu dans la préface, mais j'étais en mode oui, bon, bah oui, bon. En fait, si vous voulez, l'Iliade, c'est que, en tout cas sur les 90 premières pages, une succession de scènes de guerre. Voilà. De scènes de guerre, de scènes de guerre, de scènes de guerre, de scènes de guerre non-stop. Et puis avec plein de détails. Tête coupée, main tranchée, sang qui gicle. Enfin franchement c'est cru, c'est... voilà, ça soulève même un peu le cœur à des moments. Et il y a un nombre de personnages. Oh là 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 là, mais pour réussir à suivre qui est qui, en plus chaque personnage a un surnom. Alors là c'est le pompon, parce que des fois vous mettez 10 pages à vous rendre compte que la personne dont on parle, eh ben c'est lui. Enfin bref, voilà. J'ai pas du tout accroché, je me suis dit bah tant pis, ce classique n'est pas fait pour moi, j'ai abandonné. Sur la deuxième place du podium de mes plus gros flops de l'année, on retrouve Un hiver pour s'écrire d'Andrés Dognate, publié chez Calman Levy. Une fois encore, super concept de base, mais alors réalisation pour moi, pas du tout à la hauteur. En gros, des villageois se mobilisent pour sauver la poste et donc l'emploi de leur factrice en se remettant à s'écrire des lettres. Oui, pourquoi pas, super, c'est trop bien. Mais sauf qu'en fait, chaque villageois raconte sa vie en long, en large et en travers dans une lettre hyper intime. Donc certes, c'est écrit de façon anonyme, mais personne ne fait ça en fait. Enfin, c'est très intime. Pendant 10 pages, on se prend toute cette intimité. Et en fait, finalement, next, on ne revoit plus jamais ce personnage de l'histoire. Voilà, et c'est comme ça pour chacune des lettres. Et t'as vraiment l'impression qu'en fait, c'est une histoire qui est là juste pour te balancer les lettres. Et puis voilà, c'est tout. Et du coup, j'ai pas du tout aimé. L'écriture était très maladroite, les dialogues niaient au possible. Et cerise sur le gâteau, qui n'est pas de la faute de l'autrice, c'était rempli de fautes et de coquilles. Mais des fautes, franchement, c'était honteux, quoi. Vraiment des très grosses fautes d'orthographe. Bravo et Calman Levy. Donc voilà, là ça a été la cerise sur le gâteau. J'ai dit non, là c'est pas possible. Mais je suis quand même allée au bout. Et enfin, le number one de mes flops. Alors là, lui, c'est du flop de luxe. C'est Le sourire contagieux des croissants au beurre de Camille Andrea, publié chez Plomb. Je vous en ai jamais parlé parce que je l'ai lu pendant ma pause de début d'année, enfin de milieu d'année. Et à l'époque, si je vous en avais parlé, j'avais déjà piqué un gros coup de gueule en story Instagram. Je me serais énervée en fait, voilà. Maintenant, avec le recul, j'estime que ce livre ne mérite même pas que je perde mon temps à vraiment expliquer pourquoi je l'ai détesté. Moi, j'ai vraiment beaucoup de respect pour les auteurs et pour les livres, mais là, c'était beaucoup trop. C'est un roman qui se veut être une parodie de roman de développement personnel, sauf que ça, c'est ce que j'ai lu dans la presse, parce qu'en pratique, j'ai lu un tiers du roman. Pendant ce tiers, à aucun moment tu captes vraiment que c'est une parodie, t'as juste l'impression de lire un livre plutôt mauvais, enfin faut dire ce qui est, avec une succession de clichés, parce que le personnage principal est le PDG d'une des plus grosses boîtes des États-Unis, donc forcément c'est un gros con, misogyne, qui trompe sa femme, qui s'occupe pas de son gosse, qui pense qu'à l'argent, enfin voilà, les clichés, on y va. Et voilà, succession de clichés, de clichés, de clichés. Et évidemment, il va rencontrer un vendeur de rue pauvre qui va lui faire repenser sa vie, machin. Et à un moment donné, il y a eu quand même beaucoup de petits trucs misogynes tout du long. Et il y a eu une scène, j'ai dit ah non là c'est pas possible, d'une misogynie, mais en fait je me suis dit, Camille Andrea c'est le pseudo qu'a pris un grand auteur français pour publier ce roman. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi il a fait ça. Il y a des rumeurs qui disent que ce serait Gilles Le Gardinier et j'espère vraiment que non parce que je l'aime bien et je serais très déçue. Mais le fait est que j'en ai parlé avec beaucoup de personnes et enfin surtout vous des femmes du coup, on est toutes d'accord pour dire que l'auteur qui se cache derrière est forcément un homme de plus de 45 ans. C'est pas possible, une femme n'écrirait pas ça et un homme plus jeune non plus. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire, on oublie ce livre.
Voilà pour les flops, on peut donc maintenant passer au top et à ce qui va me rendre de bonne humeur parce que là je vais vous présenter vraiment la crème de mes lectures. Donc là j'en ai 11 parce que j'ai pas réussi à faire 10, je pouvais clairement pas réussir à en retirer un, voilà. Donc on démarre avec le 11e livre de ce top, c'est le tome 1 de la saga des Cazalet, été anglais d'Elizabeth Jane Howard, publié aux éditions de la Table Ronde. Ah, voilà, ce roman je l'ai adoré, c'est clairement du Downton Abbey version roman. On va suivre toute une famille très nombreuse juste avant, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Il se passe pas grand chose, c'est très contemplatif, mais voilà, on suit la vie de chacun des personnages. Il faut aimer évidemment les romans descriptifs, les romans contemplatifs, les romans avec beaucoup de personnages, et puis quand même les romans historiques un petit peu, mais si on aime tout ça, il est doudou et cocooning à souhait et il me tarde de lire le tome 2 que j'ai eu pour Noël. En 10e position, j'ai décidé de mettre Anne d'Avant-Léa de Lucie Maud Montgomery dans les magnifiques éditions de Monsieur Toussaint Louverture. Vous le savez parce que ça fait 3 ou 4 fois en 3 ou 4 mois que je vous présente lui ou un autre de la série. Donc je vais passer très rapidement dessus. C'est donc le tome 2 de la série Anne de Green Gables parce que comme le 1 n'était pas dispo, victime de son succès, j'ai commencé par le 2 et donc je lirai le 1 après. Mais j'ai adoré, voilà. On va suivre en fait une jeune fille qui de base est orpheline et recueillie par une famille, donc ça c'est le tome 1, et dans celui-là elle a 17 ans, elle démarre son métier d'institutrice parce qu'on est au début du XXe siècle, donc on démarrait beaucoup plus jeune, et voilà, c'est sa vie de jeune fille, ses rêves, ses pensées, ses amitiés, ses amours. Il y a un côté petite maison dans la prairie, comme pour le livre précédent, il se passe pas grand chose, finalement c'est très contemplatif, mais c'est vraiment trop mignon. Au 9e et 8e place, j'ai mis 2 romans feel good, j'ai pas vraiment d'ordre entre les deux. Donc le premier c'est La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan, publié chez Pocket. C'est une histoire clairement qui fait écho à la mienne, puisque c'est une jeune femme qui va perdre son emploi en médiathèque et qui va décider que c'est l'occasion jamais de vivre son rêve, qui va acheter un van qu'elle va transformer en librairie ambulante et qui va partir avec sa petite librairie dans les Highlands et réaliser donc son rêve. Elle va rencontrer des gens super chaleureux, accueillants, des hommes, des femmes, amitié, amour, tout ça. Il y a des petites facilités évidemment, mais voilà, ça fait clairement écho à moi qui ai décidé de quitter mon job pour également un peu vivre mon rêve, de lancer mon projet dans les livres comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Et voilà, j'ai adoré, c'était doudou à souhait. Et l'autre, c'est Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi, publié aux éditions Le Livre de Poche. Là, on est un peu, c'est pas la même chose, mais c'est un peu l'idée. C'est une femme de 40 ans en fait qui va décider de quitter son mari parce qu'elle s'est beaucoup trop oubliée pendant des années et elle va partir sur une croisière, faire le tour du monde. Elle va rencontrer à bord plusieurs personnes, mais notamment 2 autres femmes un peu perdues dans leur vie comme elle. Et à elles 3, elles vont clairement se retrouver en fait. Et c'est une super histoire. Je l'ai lu. On n'était pas en confinement, mais on était en période de couvre-feu. On ne pouvait rien faire. Nos vies, c'était de la merde. Et vraiment, ça m'a permis de m'évader, de me recentrer un peu sur moi-même et j'ai adoré. Au 7e et 6e place, cette fois, j'ai mis des romans historiques que j'ai adorés et dont je vous ai parlé cet été. Le premier, c'est Le Pays des Autres de Leila Slimani, publié chez Folio. On va suivre une jeune Française qui, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, va partir au Maroc, suivre le garçon dont elle est tombée amoureuse pendant la guerre. Et on va suivre en fait toutes ses premières années de vie au Maroc. C'est hyper intéressant d'un point de vue historique, c'est très riche. C'est magnifiquement bien écrit, la plume de Leila Slimani, cœur. Et puis les personnages en tant que tels sont super bien faits, super bien construits. C'est des très belles histoires humaines qu'elle nous raconte et il me tarde de lire le tome 2 qui va sortir là début février. Le deuxième, c'est Les Déracinés de Catherine Bardon, publié chez Pocket. C'est le tome 1 de sa saga qui en compte 4, il me semble. Là, c'est une fresque historique qui va nous entraîner des années 1930 aux années 1960, en tout cas pour le tome 1. On va suivre un couple de jeunes Viennois qui... Oui, attends, fais gaffe. Je disais donc,
On va suivre un couple de jeunes Viennois qui vont tomber amoureux et qui vont malheureusement subir de plein fouet la Seconde Guerre mondiale et surtout la montée du nazisme parce qu'ils sont juifs, et on va en fait suivre toute leur épopée, donc au début dans l'Autriche des années 30, et puis ensuite ils vont être obligés de fuir, ils vont traverser toute l'Europe jusqu'au Portugal, où ils vont prendre un bateau jusqu'aux États-Unis pour finalement atterrir en République dominicaine, puisqu'on ne le sait pas, mais énormément de juifs de l'époque ont trouvé refuge là-bas, et ça va être le début de leur nouvelle vie, dans l'espoir d'un jour pouvoir retourner en Autriche. Ils vont fonder leur famille, on va également suivre leurs enfants, leurs amis. Enfin, je vous renvoie vers le point lecture que j'avais fait, parce que il faut absolument beaucoup plus développer ce livre pour vous donner une idée, on va dire, la plus proche possible de son contenu, mais c'est une superbe fresque historique, franchement c'est écrit de façon simple. Pour un roman historique, ça se suit super bien, c'est rythmé, enfin vraiment j'ai adoré. En 5e position, je vous ai mis un petit ovni, l'Évangile des anguilles de Patrick Svensson, publié chez Seuil. Là, c'est un croisement entre un peu un récit, un guide animalier, une biographie, un roman historique, enfin c'est un mélange de plein de choses. En fait, l'auteur va nous raconter l'histoire de l'anguille. Alors je sais que dit comme ça, c'est pas glamour, on se dit super, l'anguille, ah, je n'attendais que ça, c'était le truc que j'attendais dans ma vie, de savoir comment fonctionnent les anguilles. Mais franchement, c'est tellement intéressant. En fait, ça m'a interpellée, quoi. J'étais là, mais à quel moment tu fais un livre sur une anguille? Eh ben si, parce que c'est un animal en fait très méconnu finalement, très mystérieux, dont on sait très peu de choses, et qui parcourt chaque année des milliers de kilomètres, en tout cas dans sa vie des milliers de kilomètres, de façon extrêmement précise, toujours de la même façon, peu importe l'espèce, et on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend toujours pas comment elle se reproduit, où exactement, avec tous les moyens modernes dont on dispose. C'est un point d'interrogation, cet animal. Là-dessus, il nous glisse aussi plein d'étapes historiques, en fait, de connaissances de l'anguille. Il nous parle aussi de lui, parce qu'il vient d'un pays du Nord, je ne sais plus lequel. Son rapport avec cet animal qui est beaucoup pêché, chassé là-bas. Enfin voilà, je vous renvoie une fois encore à mon point lecture. Là, c'était du Cold Winter Challenge, parce que vraiment, c'est un ovni à découvrir. En 4e position, c'est aussi une lecture que j'avais faite lors du Cold Winter Challenge, c'est Danse avec les loups de Michael Blake, publié chez J'ai lu. Ben voilà, tout simplement, je pense que tout le monde connaît le film, même sans l'avoir vu, ce qui est mon cas, qui a eu un immense succès au début des années 90 avec Kevin Costner, qui a été multi-récompensé. Ben voilà, c'est le roman original dans lequel on va suivre un lieutenant américain blanc qui va se retrouver complètement isolé dans un poste en fait auquel on l'a envoyé. Pour X raisons, il va se retrouver tout seul, il va attendre désespérément qu'une autre garnison arrive, et puis finalement il va faire la rencontre des Indiens Comanches, et petit à petit entrer dans leur peuple et faire partie de ce peuple. Et c'est sublime. Alors c'est très descriptif, hein, ça il faut le savoir, très descriptif, très contemplatif quand même également, et voilà, on est dans ces grandes étendues là américaines, dans la nature, on découvre nous aussi cette culture comanche. Enfin, vraiment j'ai adoré. C'était voilà, évidemment il y avait un ou deux petits bémols, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse, mais très très belle lecture. En 3e position, je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture spécial Noël, donc je vais pas trop détailler, c'est normalement tout frais dans votre tête, mais Jack et la grande aventure du cochon de Noël de J.K. Rowling, publié chez Gallimard Jeunesse. Gros coup de cœur pour ma part. C'est vrai que je vous ai pas précisé dans ce top lesquels étaient des coups de cœur, lesquels ne l'étaient pas, mais bon écoutez, ça reste toutes des belles lectures quoi qu'il en soit. Mais là, voilà, j'ai adoré cet univers que J.K. Rowling a créé. Certes, on est complètement éloigné d'Harry Potter, on est dans un univers très enfantin, c'est un roman qui est fait pour les 8-10 ans, mais à partir du moment où on le sait, enfin pour moi, il n'y a pas de souci. Elle a développé en fait tout un univers autour des objets qu'on égare, voilà, qu'on perd. Et la nuit de Noël, un petit garçon va pouvoir entrer au pays des choses perdues, récupérer son cochon en peluche qu'il a perdu et qu'il aime plus que tout au monde, et du coup il va découvrir tout cet univers, les différentes villes, parce que selon l'attachement qu'on a pour les objets, ils atterrissent pas dans les mêmes villes. Il y a vraiment un super concept sur le fait de
prendre soin de ses affaires, d'y faire attention, qui est génial. Moi c'est un livre que j'aurais adoré lire quand j'étais petite. Il y a une féerie, une magie qui s'en dégage et une fin avec une morale, si je peux dire comme ça, qui est top. Enfin, j'ai adoré. En deuxième position, j'ai décidé de mettre La Famiglia Grande de Camille Kouchner, publié aux éditions du Seuil. C'est un roman qui a beaucoup fait parler de lui en début d'année dernière, parce que dedans, Camille Kouchner dénonce les agressions sexuelles dont a été victime son frère durant des années et des années par leur beau-père, qui est donc quelqu'un de très connu. Et enfin voilà, c'est le livre qui a lancé les débats sur l'inceste et il m'a complètement retournée et bouleversée. Enfin, c'est délicat de dire ce livre, c'est une de mes meilleures lectures de l'année, je le mets dans le top parce que ça parle d'un sujet qui est très dur, mais il m'a retournée. Voilà, j'ai eu les tripes comme ça parce que elle nous explique réellement le mécanisme de silence qui se met en place chez la victime et chez les gens comme elle qui savaient. C'est psychologiquement, c'est vraiment très intéressant, très pertinent. Et moi qui généralement ne lis pas trop ce genre de livre qui fait beaucoup parler de lui, là c'est vrai que je me suis dit bon allez, on va pas mourir idiote, on va le lire et oh là là, je ne peux que vous le recommander. C'est une lecture qui est difficile, mais c'est très bien écrit et c'est très, on n'est pas dans le voyeurisme. Voilà, c'est pas. Je crois que ça doit être sur une page où c'est un peu dit qu'est-ce qui lui faisait exactement, mais sinon on est vraiment plus dans un côté psychologique et c'est vraiment un livre à lire et en plus il va sortir en poche là en début d'année. Et à la première place, le livre que je considère comme vraiment ma meilleure lecture de 2021, ma lecture la plus marquante, ça va peut-être vous étonner, mais c'est le tome 1 des mémoires de Barack Obama, Une terre promise chez Fayard. C'est un livre que j'ai lu tout au long du mois de janvier. C'est une énorme brique, je sais plus, fait 800 pages, un truc comme ça. Ouais, 830, 850 pages. Ça m'a tenu tout le mois de janvier, j'avais jamais lu un livre aussi gros, j'en ai fait une vidéo entière, donc je vous renvoie à cette vidéo pour pas trop développer ici, mais c'est un livre qui m'a fascinée, voilà, qui nous apprend énormément de choses, déjà bon, sur Barack Obama, mais sur le fait de devenir président des États-Unis, en fait président d'un pays quel qu'il soit de toute façon, ce que ça implique en fait sur soi-même, sur sa vie personnelle, sur son couple, sur ses enfants, sur ses proches. Il nous raconte toutes les coulisses, les gens qu'il a côtoyés. Alors évidemment il y a beaucoup de gens, nous en France on ne sait pas trop qui c'est, mais peu importe, c'est extrêmement intéressant et on va suivre vraiment tout son parcours. Alors il raconte un petit peu son enfance et sa jeunesse, mais ça va vraiment être du moment où il va décider d'entrer en politique. C'est une partie de sa vie que nous on connaît pas forcément et oh là là, j'ai trouvé que tout était intéressant, tout était passionnant. J'ai même presque eu l'impression de lire un roman à des moments. Voilà, ça restera vraiment ma lecture la plus marquante de 2021. Ça y est, ce long top et flop est terminé. J'en ai vu le bout. Voilà, non franchement je plaisante, j'ai adoré vous tourner cette vidéo, mais en fait le plus dur c'est de réussir à choisir voilà, de quel livre je vais vous parler parce que j'aurais voulu vous en parler de plein d'autres et surtout il faut réussir à être synthétique, ce qui n'est pas trop mon cas. Voilà. En tout cas, niveau bilan, j'ai lu 60 livres cette année. C'est clairement beaucoup moins que l'année dernière où j'avais atteint le record astronomique pour moi de 100 livres. Mais il y a eu le confinement, c'était une année particulière. Voilà, 60 livres au final, je suis quand même contente, mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup lu cette année, quoi, voilà, concrètement. Mais je me suis laissée complètement submerger par mon travail. C'est, voilà, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo de la semaine dernière, j'ai décidé de changer et ça aussi, ça en fait partie, c'est que je perds tellement de temps sur la route et tout ça que j'ai plus de temps pour moi et voilà. Donc cette décision de changer de travail, ça va aussi avoir un impact sur mes bonnes résolutions livresques de 2022 parce que je vais enfin avoir plus de temps pour moi, donc pour lire. Je vais pouvoir retrouver ces moments cocooning où on se pose, on lit un après-midi entier, ça franchement je sais plus ce que c'est, hein, voilà. Pouvoir avancer de belles lectures et surtout je vais pouvoir retrouver la spontanéité que j'ai perdue en travaillant en librairie. C'est un peu malheureusement le revers de la médaille de ce métier, c'est que comme on est
obligé, il faut dire ce qu'il y a, de lire des nouveautés pour les conseiller, et on ne peut pas perdre du temps à lire un classique de 500 pages ou un livre en anglais de 300 pages. Enfin, évidemment qu'on peut, mais moi personnellement j'avais beaucoup de mal. Il y avait toujours une petite voix dans ma tête qui me disait ah, tu lis pas des nouveautés, tu lis pas des nouveautés, tu perds du temps. Donc voilà, et j'ai hâte en fait de retrouver cette spontanéité, de me dire je lis ce que je veux. Voilà, je lis plus de contraintes, et également en fait de la spontanéité en librairie. Je sais plus ce que c'est que de flâner, voilà, d'aller en librairie, de découvrir des choses, parce que malheureusement en fait on voit tellement passer toutes les nouveautés que quand on va dans une librairie on n'a pas de surprise. Enfin voilà, j'ai hâte en fait de retrouver ça. Et donc de lire ce que j'ai envie, de lire plus de classiques, de lire plus de livres en VO. C'est chaque année ma bonne résolution, mais là je pense que je vais pouvoir enfin la tenir. Voilà. Et puis du coup, concernant la chaîne en tant que telle, déjà un grand merci, parce que vous avez été hyper nombreux à me rejoindre cette année. Donc bienvenue aux nouveaux, merci de me suivre. Merci également à ceux qui sont là depuis plus longtemps, qui continuent toujours de me suivre, d'apprécier ce que je propose. Voilà, merci beaucoup, les uns comme les autres, merci. Voilà, ça sera le mot de la fin de la vidéo. Et avant de complètement conclure, je voulais vous parler de la chaîne en tant que telle. Il n'y aura pas de changement majeur en 2022, si ce n'est, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de la semaine dernière, je vais vous proposer des vlogs dans lesquels je vous raconterai ma création d'entreprise autour des livres, en espérant que ça vous intéressera. Et peut-être également repenser la façon dont je vous présente mes points lecture, parce que voilà, on va pas se mentir, c'est les vidéos qui plaisent le moins sur la chaîne. Après c'est pas que moi, je sais qu'il y a plusieurs booktubeurs qui l'ont dit, chez eux c'est pareil. Donc je trouve ça un peu dommage, parce que c'est cool quand même de vous présenter nos lectures. Donc voilà, je vais réfléchir à comment je peux vous présenter ça. Et voilà. Une fois encore, merci beaucoup de me suivre. J'ai hâte de passer cette nouvelle année avec vous, à vos côtés. Je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2022. Et puis sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!